Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler de notre empreinte numérique personnelle sur la planète. Alors, sommes-nous les véritables pollueurs ou alors ce rôle doit être attribué à l'industrie? Combien consomment nos likes et nos téléphones portables? Et allons-nous vers une crise écologique du numérique? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial empreinte personnelle du numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a enquêté sur le parcours et l'impact énergétique de nos likes. Guillaume Pitron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur et chercheur à l'IRIS et votre dernier livre s'intitule L'enfer numérique. Merci d'être parmi nous, Guillaume. Alors, on va commencer très simplement, puisque par un geste simple que l'on fait tous presque tous les jours, c'est-à-dire mettre des likes sur les réseaux sociaux. Et apparemment, ça pourrait avoir un impact majeur sur l'empreinte numérique que nous laissons au niveau international. Un like, c'est rien. C'est même pas calculable et quantifiable. Il faut replacer cette action numérique dans le contexte de toutes les actions numériques qui sont les nôtres. J'irais même dire qu'un email, c'est pas forcément très important. On se bat beaucoup sur le poids d'un email en termes d'émissions de CO2. Est-ce que c'est 0,5 grammes? Est-ce que c'est 20 grammes? Ça dépend notamment de la pièce jointe, mais pareil, l'ensemble de vos emails, c'est pas grand-chose. Mais effectivement, si on replace tout cela dans le contexte de notre vie qui est toujours plus cyber, qui est toujours plus numérique, ça évidemment que la vidéo a un fort impact sur l'environnement, parce qu'on considère que c'est un tiers de la bande passante d'Internet, mais ceci replacé également dans le mouvement de numérisation globale de nos sociétés, porté par les entreprises du numérique, porté par le secteur économique, porté par les États, porté par les armées. Alors oui, effectivement, il y a un impact. Donc moi, je suis parti d'un like, parce que c'est l'objet, c'est le geste du quotidien auquel on s'associe le plus facilement. Et j'essaie de savoir ce qui se passait entre moi et vous. Nous sommes à 1,50 m l'un de l'autre si jamais je vous adressais un like. Alors, concrètement, imaginons je fais un post sur les réseaux sociaux, je mets une photo sur Facebook et vous mettez un like, ou vice-versa. Où va aller ce like? Là, il va probablement rejoindre l'antenne 4G qui se trouve sur le toit de cet immeuble, enfin, ou en tout cas dans le quartier de Boulogne. Et puis, il va redescendre sous la forme d'un signal lumineux, parce que la fibre optique, c'est des pulsations lumineuses par les parties communes de l'immeuble. Il va se glisser sous le trottoir de Boulogne. Et comme ce like a été probablement émis sur un site social, un réseau social américain, il va rejoindre probablement Bordeaux ou la Vendée ou Brest, traverser l'océan Atlantique par des câbles sous-marins, parce qu'en fait 95% des données de nos likes passent par la mer. Il va être stocké dans plusieurs centres de stockage de données. Il y a un redondement, je crois, j'ai un petit doute, de l'infrastructure. L'infrastructure est redondée pour en fait sécuriser tout simplement nos vies numériques. Et puis il va faire chemin inverse jusqu'à votre téléphone. Donc ça va prendre même pas une seconde, parce que tout ça, ça va à quasiment la vitesse de la lumière. Mais pourtant, c'est l'infrastructure qu'il nous faut pour pouvoir vivre nos vies numérisées. Alors, ces vies, elles sont de plus en plus riches et de plus en plus rapides, avec notamment l'essor de la 5G et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Est-ce que tout ça augure quelque part une crise environnementale dans quelques années, que ce soit par la consommation numérique ou la consommation électrique que cela va impliquer? Alors, d'abord, il faudrait définir ce qu'est le mot crise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un impact. D'abord, il y a une consommation d'électricité qui est réelle. On considère que le numérique... mais ça inclut la mine pour les métaux, pour fabriquer les interfaces, mais en ajoutant également l'ensemble du fonctionnement de l'infrastructure, c'est environ 10% de la consommation d'électricité mondiale. Il faut traduire cela en émissions de CO2. Il y a un chiffre sur lequel on est relativement d'accord, c'est 3,7% des émissions de CO2, chiffre de 2019, pas recalculé à ma connaissance depuis. Donc c'est un impact qu'il faut avoir en tête en termes d'émissions de CO2, mais l'impact en fait du numérique, c'est pas véritablement un impact en termes d'émissions de CO2, c'est un impact matériel. En fait, ce qui coûte à l'environnement, c'est pas les émissions de CO2, enfin pas tant ça, c'est en fait la consommation de matière pour le numérique. De métaux rares notamment. De métaux, voilà. Il faut savoir que le monde dématérialisé est un monde très haute matière. Il faut beaucoup plus de matières premières pour un téléphone portable que pour n'importe quel objet sur Terre. Parce que ce sont des objets qui sont complexes. Et c'est cet impact-là qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire l'impact associé à la mine, et donc et pour tous les métaux du numérique, c'est-à-dire le téléphone, mais aussi les câbles sous-marins, les serveurs des centres de stockage de données. Ces métaux, si on en cite quelques-uns Alors on parle par exemple du cuivre, qui est un des grands métaux du numérique, mais c'est également l'aluminium,
l'acier, qui font notamment partie des câbles sous-marins, mais c'est également les petits métaux de spécialité pour les téléphones portables, l'indium, tungstène, certaines terres rares, qui est une famille de métaux, mais également le gallium et le germanium, qui sont nécessaires à la fibre optique et au box. Tout cela sont des métaux dont l'extraction a un impact en termes de l'impact au sol, l'artificialisation des sols, l'impact sur la biodiversité, la pollution sur les eaux. Donc ce sont plus que des émissions de CO2. Il faut avoir conscience de l'ensemble de ces impacts-là qui sont réels. Et là, aujourd'hui, on se bat peut-être pour du pétrole. Demain, on va se battre pour ces métaux rares d'un point de vue géopolitique. On est en train déjà de se battre. Pas encore se battre, et j'espère qu'on ne se battra jamais. Mais en tout cas, il y a des tensions géopolitiques et un grand jeu géopolitique qui se noue aujourd'hui autour de la sécurisation de ces matières premières, les métaux qui sont nécessaires pour la transition énergétique et pour la transition numérique. Alors, Guillaume, on entend souvent les grandes plateformes dire qu'elles utilisent de l'énergie verte. Alors, qu'est-ce qu'on met sous énergie verte? Et pour vous, est-ce qu'on n'est pas sur une opération de communication? Parce que de toute façon, toute consommation consomme. Voilà, donc déjà rien n'est vert. C'est un mot dont il faut absolument se dépolluer, pardon de le dire ainsi. Rien n'est vert, par définition. Je vous invite, ou j'invite nos auditeurs dans une mine de métaux nécessaires au numérique en Chine. Je peux vous dire que le mot vert n'est absolument pas approprié. Par ailleurs, effectivement, ce qui est important, c'est la nature de l'électricité qui permet de faire tourner l'infrastructure. Cette électricité, elle est... alors d'abord, constatons les mix électriques aujourd'hui. Dans le monde aujourd'hui, on consomme d'abord... Enfin, l'électricité provient d'abord des hydrocarbures et des ressources fossiles, gaz, pétrole, charbon. Après, l'industrie numérique, elle a de plus en plus conscience de ces enjeux-là. Elle en a conscience parce que d'abord, il y a une mauvaise réputation qui lui est faite par des acteurs externes, type Greenpeace par exemple, en leur disant, mais comment est-il propre votre nuage? Il est propre comment? How clean is your cloud? Dit Greenpeace à Facebook notamment, depuis une dizaine d'années. Et puis ça vient de l'intérieur des industries du numérique. Vous avez des manifestations ou des expressions de mécontentement de la part notamment d'employés de chez Amazon, par exemple, qui réclament à leur direction davantage d'engagement en faveur d'un numérique moins polluant. Donc elles sont obligées de bouger. Et donc du coup, leur mix électrique, quand on regarde les entreprises du numérique, s'est énormément amélioré depuis plusieurs années. On voit que Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, pour ne citer que, essayent de verdir leur mix, quelquefois en intégrant à leurs infrastructures leur propre production d'électricité, elles la produisent en interne, et de façon à pouvoir avoir un mix électrique qui soit plus vert que la moyenne. Et encore une fois, je mets toutes les précautions d'usage autour du mot vert. Après, effectivement, il y a ce qu'on appelle des jeux de communication, des écritures comptables, autour des certificats d'énergie verte. En fait, j'échange ma production polluante contre ta production non émettrice de CO2. Et en fait, tu récupères la mienne et c'est toi qui pollue. C'est toi qui pue, quoi. Et puis, c'est pas moi qui pue. Donc ça, il faut quand même avoir cette conscience que les certificats d'énergie verte, c'est aussi des écritures comptables qui ne reflètent pas réellement les émissions de CO2 d'une entreprise comme Netflix, par exemple, sur laquelle j'ai enquêté, qui en fait dépend pour son fonctionnement des serveurs de Amazon Web Services. Donc, rien n'est vert. Tout a un coût, et je pense que on va vers un coût de ce numérique. Il faut regarder notamment les grandes prévisions de l'ADEME. Il y a plusieurs scénarios de prévision de l'ADEME. Dans un scénario business as usual, donc si on fait comme on fait actuellement, on arrive vers un numérique qui n'est pas, à mon avis, soutenable pour l'environnement. On a vu apparaître ces 10 ou 15 dernières années beaucoup de start-up, donc d'entreprises du numérique, qui vous vantaient quelque part un pilotage des déchets ou une modélisation qui fait que ça va être miraculeux et en fait on consommera beaucoup moins. Mais toutes ces start-up justement, elles n'encouragent pas quelque part juste à mesurer mais à consommer autant? Alors en fait, d'abord j'ai envie de vous dire que le numérique n'est pas ni bon ni mauvais, ni neutre. Il est ambigu, comme toute technologie. Finalement, il est aussi impactant que l'usage qu'on voudra faire de cette technologie-là. Et il œuvre comme un effet de levier de toutes nos actions. Si le numérique, par exemple, permet d'installer des poubelles connectées partout à Boulogne et que c'est bien géré, alors il va amplifier notre conversion écologique. Si inversement, il me permet d'amplifier les usines à faux like de trolls, alors il va amplifier en fait toute cette pollution sociale que génèrent les usines de trolls. Donc en fait, le numérique, encore une fois, n'est ni bon ni mauvais, il est ambigu et tout dépend de ce que j'en fais. Donc je suis pas évidemment contre le numérique, j'ai besoin du numérique pour mes activités et tout ce que nous faisons ici est physique et numérique puisque nous allons être probablement diffusés en ligne. Et on va être liké. Et donc en fait, la question, ça va être plutôt de savoir quel est le solde entre les impacts négatifs et les impacts positifs. Il y a des gens qui disent le solde est négatif. Il y a des gens qui disent le solde est positif.
Moi, je pense que ces gens-là, les deux, ne savent pas. Pour conclure, 30 secondes, Guillaume, dans votre livre L'enfer numérique, vous terminez en évoquant la nécessité d'une révolution des modes de pensée, parce que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. Pour vous, si vous deviez résumer en 3 points clés les nouveaux modes de pensée ou alors un état d'esprit un peu différent à adopter? Écoutez, j'en dirais juste un qui est je reste dans mon couloir. Je pense que ces discussions autour de la virtualisation, de l'impact zéro, du cloud, à mon avis, sont dangereuses. Et je pense qu'il faut avoir véritablement conscience de ces enjeux-là. Et je pense que c'est un sujet qui notamment qui devrait davantage interpeller la génération Greta. D'abord, la génération Greta n'existe pas. C'est un concept marketing et média, parce qu'en fait, dans la génération Greta, vous avez plein de choses. C'est comme le NFP aujourd'hui, vous avez plein de courants différents et des gens qui s'engueulent. Et ben, c'est pareil avec la génération Greta. C'est complexe. Et vous avez la génération Greta qui représente plutôt des jeunes CSP, CSP+. Et puis vous avez des tas de jeunes de la génération Greta qui n'en ont rien à carrer de ce que représente la pollution d'un téléphone portable, de nos vies numériques, de l'électricité qui est nécessaire pour faire tourner le bidule, et qui achètera avec son téléphone portable un t-shirt Chine qui durera 3 semaines. Donc cette génération Greta, elle se trouve aujourd'hui face à un enjeu qui est celui de sa cohérence. Très bien pour se débarrasser du plastique, moins manger de viande et pas voler en avion, mais quid de cette nouvelle pollution, avec tous les effets rebonds, les effets induits, etc., qui est celle de la pollution numérique, et qui peut-être interroge la cohérence de votre message quand vous manifestez le vendredi après-midi. La cohérence, on restera sur ce mot-clé. Merci beaucoup Guillaume Pitron. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'enfer numérique. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de découvrir qui des industriels ou de nous-mêmes sont les plus gros pollueurs. Le numérique pour tous, spécial empreinte carbone du numérique, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale empreinte carbone du numérique, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Bessac. Pierre, bonjour. Bonjour vous êtes ingénieur, entrepreneur, cofondateur de Gandhi et porte-parole du parti Pirate. Alors Pierre, on a parlé effectivement de la mesure de cette empreinte. Vous, de votre côté, en tant qu'ingénieur, concrètement, l'impact environnemental des appareils électroniques, sans dépendre de l'étude des fabricants, est-ce qu'on peut la mesurer ou non ? Alors, il y a une chose qu'on peut mesurer assez facilement, c'est leur consommation électrique. Ça coûte, avec un appareil à 15 €, on peut facilement vérifier les chiffres qui sont donnés ici et là. Et puis, soi-même, dans son utilisation journalière, quotidienne, voir ce qui consomme plus ou moins, le frigo, la box, le téléphone portable, l'ordinateur. Donc, ça permet d'avoir une idée assez claire. Il y a aussi des études, c'est pas forcément nécessaire que chacun mesure son propre usage, mais ça permet déjà de clarifier un petit peu les idées. Il y a également des études qui sont faites. Alors il y a eu beaucoup d'études assez mauvaises et assez catastrophistes dans les années qui passent. Là, ça commence un petit peu à percoler vers des chiffres un peu plus corrects. En début de semaine, il y a eu une étude de l'Arcom, Arcep, ADEME qui commence un peu à remettre les points sur les i de manière un peu... On ne dit pas vraiment la vérité. En plus, il y a pas mal de produits étrangers, donc on n'a pas les bonnes informations, on va dire, sur la mesure de l'impact. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs méthodologiques, notamment sur le poids du courrier électronique, par exemple, qui a été fortement exagéré, où on mélangeait un petit peu tout, l'usage de l'ordinateur sur lequel on les écrit, etc. On mélangeait spam et non spam. Enfin, il y a eu des comparaisons avec des fours électriques suite à des erreurs d'analyse et d'ordre de grandeur. Donc il y a eu beaucoup de chiffres énormissimes qui ont été complètement retoqués. Aujourd'hui, on arrive à des chiffres un petit peu plus raisonnables qui correspondent plus à une vision claire de la réalité et qui montrent que, en fait, le numérique est relativement peu en électricité, relativement économe par rapport à d'autres usages courants dans notre vie de tous les jours. Très concrètement, ça intéresse vraiment les Français de savoir combien ils consomment, honnêtement. Alors, je pense, ils ont été sensibilisés parce qu'on leur demande des gestes, en fait. Donc, il faut comprendre quels sont les gestes qu'on nous demande et quels sont ceux qui sont impactants ou non. Et effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est déjà en France, on a une électricité extrêmement peu carbonée, l'une des moins carbonées du monde. Donc là, au niveau urgence climatique, on est plutôt bien placé et le numérique en France n'est pas très impactant par ses usages. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. On a une électricité 6 à 10 fois moins carbonée que celle de l'Allemagne ou des USA, par exemple. Donc ça veut dire aussi qu'on a intérêt à avoir des data centers en France plutôt qu'ailleurs. Ça sera plus économe pour le climat. Par contre, il y a un consensus sur le fait qu'il faut économiser au maximum le renouvellement du matériel. Il ne faut pas gaspiller son matériel, il ne faut pas changer de téléphone pour un oui ou pour un non. Il faut essayer au maximum de le faire réparer quand on le peut. Il y a même des aides publiques pour
pour ça maintenant, qui participent à la réparation d'un téléphone, un changement d'écran, un changement de batterie. Donc il y a eu beaucoup de gaspillage. Il y a eu une époque dans les années 90 où le numérique progressait tellement en performance que nos ordinateurs devenaient obsolètes au bout de 2 ans. Là, on est dans un marché beaucoup plus stabilisé, donc il y a beaucoup moins de justification à changer de matériel tout le temps. Après Pierre, on a beaucoup de chiffres qui viennent de ce qu'on appelle les think tanks, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias. En même temps, j'ai le sentiment que, moi-même, quand j'entends un chiffre macro, je comprends pas vraiment à quoi ça correspond, et en fait, ça me donne pas d'indication sur mon comportement personnel. Est-ce que c'est une volonté de donner des chiffres que l'on ne comprenne pas, ou qu'est-ce qu'il y a derrière ? Non, alors la volonté, c'est pas déjà. Il y a les analyses macro consistent, pour donner un exemple, ça consiste à regarder la consommation complète des data centers dans le monde entier, sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a forcément dans les data centers, vu la façon dont ils sont organisés. On sait qu'un data center de Google va donner les services Google, mais il y a beaucoup de data centers qui sont des partages entre différents acteurs. Donc les data centers eux-mêmes ne peuvent pas exactement dire ce qui se passe dans leurs locaux. Il y a des divisions entre des consommations électriques agrégées, des trafics mondiaux agrégés, où on ne sait pas exactement sur quoi on travaille. Et il y a aussi ce qu'on appelle le modèle attributif. Donc c'est un peu l'équivalent d'un syndic de copropriété qui va vous donner, si vous habitez au 4e, vous allez avoir plus de tantièmes dans l'usage de l'ascenseur. Donc il va y avoir une répartition approximative des impacts. Mais ce sont des réseaux à coût fixe. C'est-à-dire que je n'utilise pas Internet ou que je l'utilise, ma box va faire à peu près la même consommation électrique. Mais quand on va l'imputer par rapport au trafic que j'ai réalisé, c'est ce qu'on appelle donc le modèle attributif, on va découper ça par rapport au trafic que j'ai réalisé. Donc ça donne des résultats contre-intuitifs parce que en fait, plus je fais de trafic sur ma box et moins l'unité individuelle de trafic aura un impact CO2 élevé puisqu'il sera divisé par le coût fixe de la box. Il semblerait que depuis ces dernières années où il y a beaucoup de rapports qui sont produits, il y a eu vraiment des véritables erreurs d'évaluation qui ont été observées par des grands cabinets, et donc ces discussions ont influencé quelque part l'impact et l'orientation du numérique à court terme. Absolument, oui. Concrètement, par exemple, en 2018, le Sheet Project a comparé 1 heure de vidéo avec un four électrique, une demi-heure de four électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos appareils électroniques, l'énergie consommée est transformé en chaleur en fait. 100% de ce que nous consommons en électricité dans un appareil numérique habituel, c'est de la chaleur. Ça veut dire que si votre appareil chauffe, ça veut dire qu'il consomme plus que s'il chauffe pas, en clair. Et ce qui chauffe le plus dans nos usages électriques, c'est les radiateurs, bien entendu, les appareils à raclette, les choses comme ça. Un téléphone, ça chauffe peu. Et quand on entend que effectivement une demi-heure de vidéo, 1 heure de vidéo, ça correspond à 30 minutes de four, on doit se poser la question, est-ce que vraiment ça correspond à la réalité ? Alors derrière le téléphone ou l'appareil de télévision, il y a bien entendu des serveurs, du réseau dont on ne voit pas l'impact directement dans notre usage. Mais le chiffre était faux en fait. C'est un chiffre qui pourtant est encore sur le site et le rapport correspondant sans errata. Donc il est repris régulièrement par des médias qui pensent que la source est de confiance, ce qu'elle est souvent, mais qui ne vérifient pas forcément les chiffres. Alors ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'un chiffre surprenant, alors qu'il soit extrêmement élevé ou extrêmement bas, est toujours à questionner. Il faut toujours se poser la question de la méthodologie derrière qui a. On en vient à d'autres chiffres parce que là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? On accuse par exemple plus certains secteurs industriels, je pense à l'automobile par rapport à d'autres secteurs qui sont polluants, des plateformes et des GAFAM. Comment se retrouver et comment un citoyen peut se retrouver là-dessus ? Est-ce qu'on lui dit la vérité ou alors il y a des enjeux économiques derrière qui conditionnent quelque part la médiatisation qu'on en fait ? Alors l'automobile, c'est une part non négligeable de notre impact carbone. Le transport en général, c'est à peu près 40% du CO2 français. Le numérique, c'est 2-3%. Alors pourquoi cette différence de mise en valeur ? On a vu avec les gilets jaunes que la voiture, déjà ça pèse beaucoup dans le budget des Français qui utilisent leur voiture. C'est peut-être 10 fois le budget numérique. Enfin, le calcul est assez simple à faire. Quand on voit ce qu'on consomme en essence, en assurance, enfin plus en vignette, mais en entretien du véhicule. Donc le budget numérique est finalement moins important, beaucoup moins important, et donc beaucoup moins sensible aux augmentations. Vous augmentez le prix de l'essence ou vous réduisez les taxes dessus, tout de suite vous avez des gens qui vont applaudir ou qui vont être dans la rue sur le sujet. Les budgets pubs, c'est un peu pareil. Il y a des énormes budgets pubs pour l'automobile. On entend régulièrement les publicités sur les médias. Il y a très peu de budget publicité sur le numérique. Donc il est
assez facile de taper sur le numérique. Il y a moins d'argent. Les gros acteurs sont étrangers, donc ils sont pas ici forcément pour éventuellement se défendre. On n'a pas forcément non plus envie de les défendre d'ailleurs, vu leur poids économique colossal chez nous. Mais donc, pour conclure, pour un citoyen, Pierre, un citoyen comme nous sommes tous, sur une journée type, si on veut apporter sa contribution et être dans une forme de raisonnabilité entre le numérique, l'automobile et d'autres consommations, ça serait quoi vos 3 recommandations ? Déjà, éviter de prendre sa voiture pour un oui ou pour un non. Voilà, pas aller chercher le pain en voiture. Les grosses économies à faire sont sur le transport, hein, spécialement, et le transport avec les voitures thermiques notamment. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une heure de vidéo, c'est à peu près 50 mètres ou entre 50 et 100 mètres en voiture. Donc les impacts sont extrêmement... on a beaucoup plus d'efficacité à décarboner en économisant les transports, en convertissant en numérique, donc en faisant de la visioconférence par exemple, plutôt que de se déplacer loin pour aller à une réunion. Très clair. Voilà. Si on veut une source d'information un peu vérifiée pour aller plus loin dans cette observation, et je poserai aussi la question à Guillaume, alors, où est-ce qu'on peut trouver des sources fiables ? Alors les derniers rapports Arcom, Arcep sont plutôt pas mal. Il y a un gros rapport qui est sorti en début de semaine qui fait 330 pages et avec beaucoup de chiffres qui permettent un petit peu... Il faut avoir envie de le lire, mais il faut avoir envie de le lire, mais on peut déjà le parcourir en diagonale, voir un petit peu les chiffres, les ordres de grandeur. Et je me tourne vers Guillaume. Au-delà de lire votre livre, Guillaume, où est-ce qu'on peut trouver des sources fiables et accessibles et intelligibles pour le grand public ? Alors, Arcom Arcep, ça fait des années qu'ils produisent des chiffres qui font autorité. L'ADEME, parce que l'ADEME produit énormément de choses également. Très intéressant, le livre blanc de l'ADEME sur le numérique. Autorité. Et puis je citerai également l'Institut du numérique responsable qui a produit un livre pour les entreprises, un livre blanc sur la transformation numérique qui est très intéressant. Moi, un geste, gardez votre téléphone portable le plus longtemps possible. En fait, c'est ça l'enjeu autour du numérique, c'est le principal impact du numérique sur l'environnement, c'est l'impact matière. Et donc, ne jetez pas votre téléphone au bout de 18 mois. Moi, j'ai un iPhone 7 que j'ai acheté sur Back Market d'occasion et que j'ai réparé 15 fois. Et vous contribuez au quotidien, justement, à ne pas... Ça, c'est concret au quotidien. Merci beaucoup Guillaume Pitron, Pierre Bessac. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On retrouve nos podcasts, même s'ils consomment un tout petit peu, et on peut se retrouver également sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.